On va passer à la deuxième partie de cette restitution qui concerne les facteurs. C'est-à-dire quels sont les leviers qui expliquent ces stéréotypes et de fait, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour modifier un peu ces stéréotypes. Alors le premier d'entre eux, c'est un levier qu'on avait déjà identifié dans l'étude stéréotypes et handicap, c'est cette fameuse perception de l'engagement de l'entreprise. Vous voyez une corrélation forte, c'est un lien très très fort. Très clairement, c'est très simple. Plus les managers nous disent percevoir leur entreprise comme engagée en faveur de la diversité et de l'égalité homme-femme, et plus leurs stéréotypes deviennent positifs. Ça veut dire qu'il y a bien un lien très fort entre les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaille et concrètement mes opinions que j'ai envers les hommes et les femmes. Donc on a dit depuis tout à l'heure, l'entreprise n'est pas seule responsable. Là, vous avez la démonstration qu'elle a un impact. Parce que si on n'avait pas de corrélation ici, ça voudrait dire que quelle que soit la culture de l'entreprise, on aurait la même chose. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a véritablement un lien très fort. Donc, dans les préconisations, une d'entre elles est de dire qu'il faut nécessairement ne pas se contenter de travailler sur le management de proximité ou sur l'accompagnement individuel. Il faut travailler aussi sur l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire sur ce qu'elle véhicule en termes de valeurs. Et il faut que ces valeurs soient évidemment univoques et crédibles. Sinon, on est dans l'injonction paradoxale et du coup, ça ne marche plus. Ça devient même contre-productif. Juste sur le slide précédent, c'était un élément qu'on avait déjà fait ressortir dans l'étude précédente stéréotypes et handicap. C'est particulièrement intéressant de voir que l'engagement en faveur de la diversité, c'est-à-dire de l'acceptation des différences en général, a un impact positif sur les stéréotypes de genre. C'est-à-dire que c'est un argument supplémentaire pour les entreprises d'intégrer leur politique égalité homme-femme dans le cadre plus large d'une politique diversité. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'action particulière et spécifique sur le thème de l'égalité homme-femme, mais en tout cas, ça veut dire que l'entreprise doit avoir un discours global et cohérent sur l'acceptation et la reconnaissance des différences individuelles des salariés. Alors ensuite, le deuxième facteur qui nous intéressait, c'était évidemment la question du vécu et du sentiment de discrimination. C'était évidemment le lien le plus naturel, le plus intuitif à faire par rapport aux stéréotypes, mais encore fallait-il le démontrer. Je vous rappelle, dans le tableau, en haut, vous avez le vécu, c'est-à-dire, c'est la question, avez-vous déjà été au moins une fois victime de discrimination ou pas? On a distingué ceux qui nous ont dit oui de ceux qui nous ont dit non, basiquement. Et on a calculé le score de stéréotypes. Je vous rappelle, plus il est élevé, plus le stéréotype est positif. D'accord ? Vous voyez que statistiquement, l'effet est significatif pour les 3 niveaux de stéréotypes. Alors pour l'hétérostéréotype, on peut comprendre, ça revient à dire, quand j'ai été au moins une fois victime de stéréotypes, les femmes ont un stéréotype plus négatif envers les hommes que celles qui ne l'ont jamais été. Jusque-là, ça se comprend très naturellement. Mais là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que pour les hommes comme pour les femmes, cela impacte l'autostéréotype. Ça veut dire que pour un homme, évoluer dans une entreprise dans laquelle il pense qu'il y a de la discrimination affecte négativement l'image qu'il a de lui-même. Ça lui renvoie une image de lui qui est négative, ce qui veut bien dire que ça ne lui plaît pas d'appartenir à une entreprise qui, volontairement ou pas, pratique de la discrimination. Et ça, c'est très intéressant de voir que ça marche en autostéréotype pour les hommes. Et pour les femmes, pareil. Là, on est sur un ressort des plus anciens ou des plus fondamentaux de la psychologie humaine. Une femme qui est victime de discrimination, eh bien, ça affaiblit l'image qu'elle a d'elle-même. Parce qu'il y a une mécanique de culpabilité, d'internalisation. On se dit, si on me discrimine, à un moment donné, c'est peut-être qu'il y a une raison pour qu'on le fasse. Et peut-être qu'effectivement, je le mérite. Je caricature, mais la mécanique inconsciente, c'est celle-là. Et si je le mérite, c'est la preuve que je suis inférieur. Et donc, je m'auto-censure. Donc, vous voyez que là, c'est très important d'être vigilant à la fois sur le vécu et à la fois sur le sentiment, qui est beaucoup plus impalpable, mais qui doit donner lieu à vraiment une attitude de veille permanente, de vigilance permanente par rapport aux petits détails. Inès parlait des détails langagiers. Ce n'est pas des détails. Moi, j'ai dirigé un master à Lyon dans une université où il y avait 5000 étudiants en psycho, et il y a 90% de filles. Et un jour, un collectif de filles arrive dans mon bureau en disant « Pourquoi ça s'appelle manuel de l'étudiant ? On est 90% de filles. » Et moi, à l'époque, je me dis, oui, bien sûr, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Mais on a changé, on a appelé ça le manuel des études en psychologie. C'est presque rien, mais n'empêche qu'on a pris un terme qui convient à tout le monde et c'est pas le manuel de l'étudiant quand les hommes ne représentent que 10% de l'échantillon. C'est un détail, mais quand les micro-détails s'accumulent, ça donne des modifications profondes.
Ensuite, on a cette fameuse variable de la satisfaction au travail. Alors, je voudrais m'y arrêter 5 secondes parce que c'est la première fois, véritablement, ou alors je ne fais pas bien ma veille scientifique de lecture, mais je crois que c'est la première fois qu'on fait la démonstration qu'il existe un lien entre satisfaction au travail et stéréotype, entre sentiment de bien-être versus mal-être, et puis l'existence de stéréotypes. Que dit cette étude? Elle dit que plus j'ai l'impression, plus je me sens satisfait par mon travail, plus mes stéréotypes deviennent positifs. Plus j'ai accès à une forme de bien-être dans mon entreprise, et plus ça fluidifie, facilite, aménage les interactions sociales entre les hommes et les femmes, ce qui est du coup un facteur de communication, de performance, de créativité et de performance. Et c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 champs importants dans le conseil RH, c'est les risques psychosociaux et puis la diversité. Là, vous faites le lien entre les deux. Vous dites qu'il y a bien un lien très net entre les risques psychosociaux et la diversité. Un modèle basé sur la diversité affaiblit les risques psychosociaux via la satisfaction de bien-être qui émane d'une satisfaction au travail. Donc ce résultat est capital et il marche pour en auto, en hétéro et en métastéréotype. Donc ça, c'est vraiment un résultat qu'on est très fiers d'avoir pu mettre en évidence. Juste un petit point de précision méthodologique. Le niveau de satisfaction au travail, on l'a mesuré par tout un ensemble de questions. La question n'était pas est-ce que vous êtes satisfait au travail, oui ou non. On était vraiment sur un ensemble d'indices où on interrogeait les salariés pour savoir s'ils se sentaient reconnus dans leur travail, s'ils estimaient être payés à la hauteur de leurs compétences, s'ils estimaient être fiers de leur réalisation. Donc on avait une quinzaine d'items qu'ils notaient sur une échelle de 1 à 7 pour définir quel était leur niveau de satisfaction au travail. Et puis enfin, la variable de la masculinisation, on en a pas mal parlé, mais maintenant la question est de savoir est-ce que ça vraiment impacte les stéréotypes? La réponse est clairement oui. On a distingué les hommes et les femmes managers qui nous disent « Oui, j'ai l'impression que dans mon entreprise, pour qu'une femme accède à des postes de direction, elle doit se masculiniser », de ceux qui nous ont dit non. Et vous avez à nouveau ces scores dont je vous rappelle, hein, négatif, faible, positif, fort, la moyenne à 4. Vous voyez que statistiquement, pour les 3 niveaux de stéréotypes, ce sont ceux qui nous disent « Non, les femmes n'ont pas besoin de se masculiniser chez nous », où on retrouve les stéréotypes les plus positifs. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai la sensation qu'une femme a besoin entre guillemets, de se travestir, c'est-à-dire d'être dans le déni de qui elle est en tant que femme, eh bien, ça impacte négativement l'image qu'elle a d'elle-même et ça impacte l'image qu'on a des hommes, et pour cause. Parce que quels sont les acteurs qui sont identifiés comme les responsables potentiels de cette masculinisation qui m'est imposée? Ce sont les hommes, porteurs de la norme et porteurs des valeurs dominantes. Donc on a véritablement un lien ici très fort entre les deux. Ça veut dire qu'il est nécessaire pour travailler sur les stéréotypes que l'entreprise soit en mesure de mettre en place des process, des accompagnements permettant aux femmes de rester dans leur identité de femme et de ne pas être obligées de se dénier dès qu'elles passent ce cap du plafond de verre. Donc je vous laisse regarder les verbatim, c'est effectivement des choses, enfin des exemples que je vous ai pas mal cités sur la question du manque d'envie qui est généré par ces femmes qui se masculiniseraient. Donc on nous a dit par exemple le modèle que l'on renvoie de la femme qui réussit, c'est qu'on doit laisser tomber sa vie personnelle, une femme qui doit être disponible tout le temps, en déplacement. Moi, en tant que femme, ça ne me donne pas envie d'évoluer. Donc là, on est vraiment sur la question effectivement de l'autocensure. On nous a dit aussi certaines pourraient être un rôle modèle pour les autres femmes. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que ces cadres dirigeantes, elles ont une responsabilité énorme qui pèse sur leurs épaules parce qu'on leur demande d'être des icônes, on leur demande d'être des modèles, de réussir aussi bien sur ces postes que les hommes, mais en même temps de rester femmes, d'arriver à réussir leur vie familiale et leur vie professionnelle de front. Donc c'est vrai qu'elles ont une pression considérable hein, qui pèse sur leurs épaules. Et donc on nous dit, sauf que ce sont des tueuses, avec les autres femmes, elles se disent j'en ai chié pour arriver là, alors il faut qu'elles en chient aussi. Quand même sur des jugements qui sont très durs. Et donc on nous dit les femmes qui ont des responsabilités doivent montrer l'exemple. Elles sont parfois pires que les hommes, elles ne donnent pas envie de devenir comme elles. On est aussi, et ça c'est ce qu'on voit derrière, parce que quand on parle avec ces femmes cadres dirigeantes, elles n'ont pas spécialement le sentiment de devoir se masculiniser. Elles ont le comportement effectivement qu'on pourra juger plus sévèrement et plus durement des comportements qu'elles vont avoir et que les hommes pourraient aussi avoir, où on nous a dit finalement une femme dans un comité de direction, quand elle s'affirme,
femme, on dit qu'elle est agressive, alors qu'un homme, c'est simplement affirmer son leadership. Donc elles ont conscience qu'elles sont un petit peu dans une position de rôle modèle, mais effectivement, celles nous qu'on a pu rencontrer sont très moteurs et très porteuses des valeurs d'égalité homme-femme, et nous ont dit qu'elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour essayer de faire monter les autres femmes. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a un décalage entre la manière dont elles le racontent et la façon dont c'est perçu sur le terrain. La réalité étant peut-être entre les deux. Alors, juste quelques secondes sur un début de modèle. Vous imaginez bien moi je suis au tout début de triturage, de fouillage de ces résultats. Donc ça veut dire que tout cela va évoluer. J'ai des tas d'analyses encore à faire. Mais quand même, on a quand même avancé sur un début de modèle parce que c'est important de voir que, comme pour le handicap, nos résultats montrent que les actions, les facteurs sont aux 3 étages de l'entreprise, au niveau des valeurs, au niveau du management et au niveau des individus. Et si on résume un peu les facteurs qui impactent, on a l'engagement perçu, la mixité qui est mise en place par l'entreprise et la capacité aux femmes à rester dans leur identité de femme. Ça, c'est ce qu'on va être, c'est les 3 pôles de facteurs au niveau des valeurs. On a montré que ça impactait le sentiment de discrimination et le degré de satisfaction au travail. Ça, c'est de la dynamique de groupe et du management. Et que tout cela induit un affaiblissement des stéréotypes. Et si les flèches sont bidirectionnelles, c'est qu'on a la conviction qu'on est dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que si on peut rentrer n'importe où dans ce modèle, si vous travaillez sur l'un, vous allez enclencher un cercle vertueux. Si on laisse faire et si on n'intervient pas, ce cercle peut être inverse.